aussi à 12h30. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être nombreux à attendre notre rendez-vous de chaque vendredi. Comme je le dis souvent, j'ai un grand plaisir de vous retrouver. Mesdames, messieurs, vous le savez, l'actualité est très chaude. Le dialogue national sera convoqué très prochainement par le président de la République. Est-ce que Joseph Kabila a finalement cédé à la pression des l'UDPS? C'est la question que plusieurs personnes se posent. L'actualité reste dominée aussi par le processus électoral. Vous le savez, il y a eu une série de démissions dans la Commission électorale nationale indépendante. Certains ont démissionné suite à des raisons médicales, mais d'autres aussi ont démissionné suite justement à des pressions politiques. Et puis le processus électoral a un problème du fichier. Toutes ces questions seront débattues au cours de cette émission. On va parler aussi de la nomination des commissaires spéciaux. Est-ce que cela est constitutionnel finalement? Est-ce que la Cour constitutionnelle a aidé justement la volonté politique des uns et les autres à pouvoir s'appliquer? Mesdames, Messieurs, le regard de ce soir s'est rapporté ou rivé sur un acteur politique de la majorité présidentielle, un cadre de la majorité présidentielle. Il est administrateur aussi à la SCTP. Il s'agit de M. Jean-Jacques Bemba. Bonsoir, M. Jean-Jacques Bemba. Bonsoir, Madame Merci Zimbi. de répondre à notre invitation. Toujours un plaisir. Un habitué de cette émission, hein. Tout à fait. Vous êtes toujours disposé. Absolument. Monsieur Jean-Jacques Bemba, comment allez-vous? Très bien. Par Vous la grâce de portez Dieu, bien. ça va. Par la grâce Et de Dieu. justement, à la SCTP, comment ça se porte, justement, cette grande société? Est-ce que finalement, après le lancement de l'ITB Kokolo, mais aussi de la voie ferrée, donc est-ce qu'il y a encore des innovations qu'on doit attendre finalement? Bien sûr, vous savez, on a trouvé la SCTP dans un état assez critique parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup d'investissement. Beaucoup d'appareils étaient tombés en panne en ce qui concerne la voie ferrée. Et pour le ITB Kokolo, nous sommes tous très fiers de cela. Il est déjà en train certainement de charger maintenant pour revenir sur Kinshasa. Il est à Kisangani pour le retour. Et en ce qui concerne également la voie ferrée, nous sommes en train de fiabiliser cela. Le DG Kimimbe Mazunga, c'est un professionnel du métier, c'est un ingénieur aussi. Et il est en train de faire du travail que nous tous, qui sommes du conseil d'administration, nous sommes fiers de lui et de son équipe. Et le rendement, est-ce qu'il est positif finalement? Est-ce que finalement vous arrivez quand même à percevoir, à maîtriser le circuit par rapport à la rentabilité? Écoutez, le premier voyage d'ITB Kokolo, c'était un voyage assez social, assez politique aussi. On avait besoin de rassurer tout le monde que le fleuve Congo va avoir son enfant préféré, qui est ITB Kokolo, qui a repris maintenant. Le deuxième voyage, c'est surtout commercial. Et c'est là qu'on va tester les finances de l'entreprise via ITP Kokolo. Pour la voie ferrée, il n'y a aucun souci. Nous avons le service commercial qui s'en occupe sérieusement. Tous les calculs sont faits en sorte que notre société est devenue, depuis la réforme des entreprises, une société commerciale. Et nous devons gagner de l'argent. Si on ne gagne pas de l'argent, là, en ce moment-là, nous ne sommes plus capables de diriger la société. En ce moment-là, on tirera les conséquences. Et les chefs de l'État, via le gouvernement, qui est le propriétaire de l'entreprise, va en tirer les conséquences et les résultats seront là pour le prouver. Alors, Monsieur Jean-Jacques Bemba, je viens de dire, vous êtes membre cadre de la majorité présidentielle, cette grande plateforme qui est confrontée à une grande situation, l'organisation des élections. Vous êtes au pouvoir en train de gérer, mais vous n'avez pas pu justement gagner ce pari en organisant les élections dans le délai constitutionnel. Un échec de votre part? Pas du tout un échec, parce que bon, le délai constitutionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons encore un mandat d'1 an et demi ou 14 ou 13 mois. Nous sommes dans la Constitution, nous sommes dans le délai. Maintenant, si le délai constitutionnel, c'est en fonction des dates des élections provinciales, locales, municipales et finalement législatives et présidentielles, si vous dites que c'est un échec, j'ai dit non. Parce que nous n'avons pas établi, ce n'est pas nous qui avons établi les dates des élections,
C'est une institution indépendante qui s'appelle la CENI, que tout le monde connaît. Et pour nous, c'est la CENI qui est responsable de cela. Nous attendons qu'elle nous oriente. Nous sommes là pour financer les élections. Dès qu'elle sera capable de nous organiser les élections, je crois que le gouvernement Matata l'a assez prouvé. Et nous serons responsables devant ces actions-là. Et nous allons assurer et certainement financer les élections dans le temps. Monsieur Jean-Jacques Pema, un autre fait qu'on n'a jamais enregistré dans l'histoire de notre pays, c'est-à-dire la désolation qu'a connue la majorité présidentielle avec le départ des gros poissons. Monsieur Pierre Lumbi, qui est l'autorité morale du MSR, qui est parti de là, l'ARC et tout, etc. Plusieurs partis politiques majeurs de la majorité présidentielle. Le dernier grand départ, c'est celui du gouverneur de l'ex-Katanga, monsieur Moïse Katumbi. Finalement, aujourd'hui, pensez-vous que ce sont les signes indiens qui vous poursuivent, ou c'est des signaux du déclin de votre pouvoir finalement? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans le déclin. Bien au contraire, nous sommes en train de monter en puissance parce que nous avons commencé à travailler pour la révolution de la modernité depuis quelques années et tous les jours nous innovons. Tous les jours, le chef de l'État cherche des solutions pour ce pays. Il vient de la Chine il n'y a pas longtemps. Vous avez vu le voyage qu'il a fait. C'est un voyage quelque part aussi commercial. Il a établi beaucoup de liens avec la Chine, qui est un pays aujourd'hui, tout le monde a les yeux doux, fait des yeux doux pour la Chine, vers la Chine. Eh bien, nous sommes parmi les privilégiés. Et le chef d'État ne fait qu'innover, ne fait que rêver pour ce pays. Il ne va pas regarder ça en fonction de son mandat. Il regarde ça pour l'avenir du pays. Et nous ne sommes pas en train de... Et quand vous parlez, ces départs Mais quand vous parlez des hommes, j'aime pas beaucoup parler des hommes pour ne pas faire leur publicité. Mais vous avez parlé de Pierre Lumbi. Il faut quand même pas oublier qu'il a passé une dizaine d'années dans le circuit du chef de l'État, Joseph Kabila. Il a été le conseiller spécial du chef. Conseiller spécial, Madame Zimbi. Vous vous rendez compte ce que c'est, conseiller spécial du chef de l'État? Il était dans le secret de la République, le secret du chef de l'État. Dans d'autres cieux, aux États-Unis, quand vous êtes un conseiller spécial d'un président américain et que vous parlez dans ces conditions, en trahissant, croyez-moi, vous ne ferez pas très longtemps dans la vie. Hein? Bon, nous n'avons pas la culture des autres qui consiste à faire du mal aux gens arbitrairement. Surtout Kabila n'a pas cette culture-là. Eh bien, s'ils sont partis, nous sommes dans le combat pour la République. Et on ne doit pas seulement rejeter la faute justement sur le conseiller spécial. Est-ce que le chef est-ce que le chef a respecté le deal politique? Mais il n'y a pas de deal. Justement, les indiscrétions nous informent que M. Pierre Lumbi aurait conseillé au président de la République de pouvoir quitter le pouvoir au respect du délai constitutionnel, sinon il ne serait plus en mesure d'assurer sa sécurité en tant que conseiller spécial en matière de sécurité. Je ne suis pas dans le secret parce qu'il était le conseiller spécial justement du chef de l'État. Ils avaient une cuisine interne que nous sommes ordinaires, nous ne pouvons pas connaître ça. Mais lui, il a dénoncé justement les intentions justement de violation des constitutions. Une chose est sûre, ce sont des intentions, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je me rappelle ce qui est officiel, c'est ce que je tiens comme acquis. C'est leur première lettre où ils avaient dit, ils sont en train de croire, ils sont en train de soupçonner qu'on ne va pas respecter. Vous restez à côté de quelqu'un comme Joseph Kabila, plus de 10 ans, conseiller spécial, et vous faites semblant de ne pas le connaître. Si vous lui demandez effectivement de partir, qu'il ne vous répond pas, pourquoi vous lui faites un procès? Pourquoi vous lui faites un procès d'intention? Et si Joseph Kabila lui aurait soufflé qu'il ne voudrait pas partir? Je ne crois pas. Et si Joseph Kabila, lui, aurait soufflé, au contraire, il devait accompagner Joseph Kabila jusqu'au bout. Vous savez, moi, je suis contre les gens. En violation de la Constitution. Il n'y a pas de violation de la Constitution. Peut-être M. Pierre Lumbi a opté pour la tranquillité de sa conscience, M. Bemba. Pour sa tranquillité à lui la tranquillité de sa conscience envers le peuple congolais, justement. Qui a besoin de l'alternance, qui a soif, justement, de goûter à une nouveauté. Mais vous savez, le peuple congolais, il ne faut pas le prendre toujours pour un naïf. Hein. On sait, le peuple congolais a beaucoup grandi depuis des années. Les différentes guerres, différentes rébellions qu'on a eues. On sait maintenant qui était derrière ça. On sait qui a y participé et qui a été complice de tous ces gens qui nous ont agressés de l'extérieur. Et le peuple congolais n'a plus besoin qu'on parle tout le temps à son nom et sans lui demander son avis. Je crois qu'il faut arrêter un peu de dire toujours il veut être que sa conscience soit tranquille avec le peuple congolais. Comment il peut savoir que le peuple congolais est derrière lui? Comme vous parlez de Pierre Lumbi, je ne le connais pas. Mais parce que c'est le peuple congolais qui a fait en sorte que la Constitution puisse être mise en place. Mais la Constitution, par voie référendaire, le premier défenseur, c'est Joseph Kabila, madame.
et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été contre la volonté du peuple congolais en disant autre chose que le respect de la Constitution. Je crois que tous ces procès d'intention, les gens de calcul assez curieux, je ne veux pas rentrer dans leur tête pour savoir ce qu'ils pensent, mais ils se trompent, le pays... Mais ce procès d'intention prend fin justement le jour où le président de la République va prouver sa capacité de pouvoir respecter la Constitution. Très bien, alors respectons cet homme-là qui nous dirige depuis 14 ans, qui a toujours prouvé qu'il aime la vérité. Et quand vous êtes il faudrait aussi qu'il envoie les signaux positifs, justement, de quelqu'un qui a de la volonté politique, de respecter les textes du pays. Il ne nous a jamais déçus, madame. Il a dit à Kingakati, il a dit devant les notables à Lumbashi, faites-moi confiance, je ne vous ai jamais trahi, je ne vous trahirai pas et je ne vous emmènerai pas dans un gouffre. Faisons-lui confiance. Ce n'est pas après 14 ans qu'on va commencer à avoir des doutes sur Kabila. Au contraire, on devait construire la confiance au fil des années. Aujourd'hui, on ne devait même pas s'inquiéter. Et les gens qui sont partis en se demandant qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, c'est qu'ils n'ont pas confiance en chef, ils n'ont pas confiance au système. Et là, c'est dommage pour eux. Nous, nous sommes du système, nous sommes avec le chef de l'État, nous lui faisons confiance. On va continuer le combat sans eux. Avant le départ de G7, il y a eu quelques problèmes au sein de la majorité présidentielle. On a vu des personnes passer à la télévision pour demander à ce que le secrétaire général de la majorité présidentielle puisse être radié ou puisse démissionner de la majorité présidentielle. Et puis on voit le départ de G7 et tout. Plusieurs communicateurs de la majorité présidentielle se plaignaient à gauche et à droite, justement suite au déficit, à ce qu'ils qualifiaient de déficit de communication, que le secrétaire général de la majorité n'était pas accessible. Finalement, la majorité présidentielle vient d'être réaménagée. On a vu le président de la République reconduire quand même M. Obaminakou. Au-delà de toutes ces critiques, au-delà de toutes ces attaques, comment traduisez-vous cela? Ben, je ne me souviens pas, Mme Zimbi, qu'il fallait faire partir Obaminakou ou le reconduire. Moi, je sais seulement qu'il y a eu un secrétaire général adjoint qui a été nommé, mais le sort de Obaminakou n'était pas mis en balance en ce moment-là. Je ne pense pas. Et depuis que il a quand même connu beaucoup de combats politiques. Hein. Bien sûr, mais on ne peut pas... Au sein de sa famille politique même. Vous savez que quand on est arrivé... Le fait que Joseph Kabila puisse reconduire Obaminakou, finalement, qu'est-ce que cela traduit? Non, le chef d'État ne laisse pas un homme à cette place-là. Aussi longtemps s'il n'a pas confiance dans Obaminakou. Je pense que c'est infidèle. Je pense que chacun de nous sait d'où il vient, Obaminakou. So, aujourd'hui, le chef de l'État l'a mis à la tête de la majorité depuis quelques années. Il était déjà même secrétaire général avant d'être président de l'Assemblée. Il a gardé. Il a jonglé avec les deux fonctions. Et si Kabila n'était pas content de lui, je crois que Kabila, ce n'est pas un homme à faire de copinage avec les gens. Mais il aurait déjà pris des engagements et il aurait pris les conséquences qu'il fallait. Mais finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le fait que le président Kabila garde Obaminakou, c'est aussi une façon de lui rappeler, lorsqu'il est dans sa veste du président de la Chambre basse du Parlement, que tu es secrétaire général de la majorité. Donc, tout ce qui doit se passer à l'Assemblée nationale doit aller dans le sens de notre intérêt, de l'intérêt de notre famille politique. Mais je crois que c'est un homme assez sage de ce côté. Il ne faut pas oublier Obaminakou, c'est un juriste aussi, un avocat. Je pense qu'il peut faire les deux. Il est en train de le faire. Hein. Et d'ailleurs, quand on les suit sur son fauteuil de l'hémicycle, on voit bien qu'il tient beaucoup à la majorité. Il fait le travail qu'il faut pour garder aussi la majorité sous ses coupoles. Oui. Et entre-temps, ce n'est pas facile parce qu'il a 500 députés. Il tient beaucoup à la majorité, mais il ne doit pas le faire, justement. Non, justement, c'est sa fonction, madame. Il proclame la Chambre basse comme temple de la démocratie. Oui, mais là, l'humain reste l'humain, madame. C'est-à-dire son cœur est aussi à la majorité. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on se le cache. Il ne peut pas être au-dessus comme s'il n'appartenait pas à la majorité. Obaminakou a été mis président de l'Assemblée parce qu'il est de la majorité. Parce qu'il est de la majorité. Donc pour protéger les intérêts du président Kabila. Pour protéger les intérêts de la République via la majorité. Parce que c'est la majorité qui dirige. Et la majorité protège les intérêts de la République. Si nous ne le faisons pas, le peuple qui est souverain va nous juger aux élections. Et que devient l'opposition, justement, cette opposition qui reste minoritaire au sein du Parlement, justement, qui dénonce
tous les jours le fait que le président de l'Assemblée nationale puisse beaucoup protéger les intérêts de la majorité. Mais vous savez, l'opposition est dans son rôle, hein, il ne faut pas oublier, toujours des critiques, hein, elle ne sera jamais d'accord avec nous. Et en même temps, l'opposition peut-être fait semblant de ne pas le savoir. Aubin Minakou est président de l'Assemblée parce qu'il appartient à une famille politique. S'il n'était pas de la majorité présidentielle, il ne serait jamais président de l'Assemblée. Puisque le siège, le fauteuil du président revenait à la majorité présidentielle. D'où la compréhension de l'opposition qu'Aubin Minakou est là pour protéger les intérêts de sa famille politique. C'est ça la conclusion. Non, encore heureux, ils doivent comprendre ça, M. Bemba. Encore heureux qu'Aubin Minakou protège quand même sa majorité présidentielle, d'où il est issu. C'est une question de bon sens. Je n'ai jamais vu dans un pays... C'est la chambre de la représentativité nationale. On représente les peuples. C'est la chambre de représentation. Les intérêts du peuple passent par l'Assemblée. N'oubliez pas que dans l'Assemblée, il y a un groupe qui s'appelle le bureau de l'Assemblée. Et tout le monde n'est pas de la majorité. Aubin Minakou est peut-être le président, mais quand vous regardez le reste, il y a aussi de l'opposition qui sont parmi eux. C'est-à-dire quand ils se mettent ensemble pour des décisions pour la République, je ne crois pas qu'Aubin Minakou impose des décisions pour la République. Une opposition justement qui se soumet à la majorité pour protéger aussi les postes. On sait comment ça fonctionne. Vous savez... Monsieur Bemba, justement, je viens de parler du réaménagement qu'il y a eu au sein de la famille politique. Il y a eu un secrétaire général adjoint. Finalement, qu'attendez-vous exactement de cette nouvelle équipe? Écoutez, celui qui est parti et qui s'appelle Molicho, que je ne connaissais pas et que je ne connais pas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Du MSR, hein, un homme quand même intègre aussi. Hein. Il est parti parce que sa famille est partie, volontairement. Hein. On ne l'a jamais chassé. On a demandé seulement d'être conséquent par rapport à ça. Il est fidèle, c'est ce que Joseph Kabila prône tous les jours. Il est fidèle, il est loyal. M. Molicho, il a accepté de partir avec son autorité morale. Oui, mais il n'est pas fidèle à nous. Oui, il est fidèle à son autorité. Mais justement, nous, on a besoin de fidèles qui restent pour Kabila et qui restent avec nous, qui sont loyaux. Être fidèle, c'est pas seulement rester pour Kabila. Monsieur Lyotan Joly est resté pour Kabila, il était fidèle. Non. Vous avez vu ce qui s'est passé. Madame Bijoukat est restée fidèle à Kabila. Vous avez vu ce qui s'est passé. Madame, vous savez, sans parti politique, on n'est rien du tout. Quand vous faites de la politique, il faut savoir que c'est le parti politique qui vous envoie. Ce sont des conséquences de tout ça. Quand le chef du parti vous dit de quitter, nous qui sommes des vrais démocrates, nous suivons cela. Parce que c'est son parti, c'est lui le chef du parti qui a demandé à ce que les gens quittent. Ce n'est pas des calculs surnois, moi je ne veux pas partir parce que j'aime mon poste, j'aime ma fonction, je veux rester ministre, malgré que mon chef me demande de partir. Ce n'est pas ça le vrai calcul. Le calcul, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, il faut être conséquent. Si le MSR est parti officiellement, les autres doivent partir officiellement parce que c'est les MSR qui les ont envoyés là-bas. Sans les MSR, ils n'étaient pas là. Alors je reviens sur le cas du secrétaire général adjoint, vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne connaissais pas le premier, en tout cas le précédent, qui est parti, Molicho, mais c'est lui-ci qui vient d'arriver. En tout cas, qu'on n'a jamais connu. Hein, qui a dit qu'on ne le connaît pas? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est son expérience, l'expertise qu'il a? Parce que secrétaire général adjoint, M. Minakou est souvent occupé. Il est président de l'Assemblée parlementaire francophone. Il faudrait le dire. Justement, il a beaucoup de tâches. C'est le secrétaire général adjoint qui doit assurer. Mais justement, quelle est son expertise exactement? Écoutez, quels sont ses mérites? Monsieur Kokoyang Joseph, que je connais, depuis 4 ans que je suis à Kinshasa, que j'ai eu la chance de connaître dès le premier jour, l'expertise de M. Kokoyangi, je crois que c'est connu de tout le monde. Son CV est connu de tout le monde. C'est un élu du peuple, il ne faut pas oublier, de Maniema, de Panzi, un grand élu. Ce n'est pas n'importe qui. En tout cas, je peux parler de cet homme parce que je le connais. Un élu, c'est un mérite au sein de l'Assemblée nationale. C'est un grand élu. Oui. Non, parce que pour aller à l'Assemblée nationale, il faut être un élu, madame. Il faut être un grand élu, ou un moyen élu, ou un petit élu, mais il faut être un élu. Lui, c'est un grand élu. C'est un professeur d'université. Un bon politique, un bon stratège. Très bon. Moi, celui-là, au moins, je le connais, je peux parler de lui. Je crois qu'Aubin Minakou peut dormir sur ses 2 oreilles avec Kokoyang à ses côtés. C'est comme si vous avez une jambe qui était dans une chaussure et l'autre qui ne l'était pas. On vient de lui mettre une chaussure sur l'autre jambe, qui est Kokoyangi. Je lui fais confiance. Je crois que la MP, qui est la famille à laquelle j'appartiens, va sortir et ressortir
de toutes ces histoires turbulences que vous avez citées tout à le l'heure. Je porte-parole, lui fais confiance. Le porte-parole de la majorité, Luzanga Chamandevou, qu'est-ce qu'il devient, puisque il est succédé par Alain Atundou? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une conséquence. Il appartient à la famille Delarc. Il est parti comme tout... Il a fait son choix aussi. Non, il est parti en conséquence de tout ça, madame. Luzanga a été porte-parole de la majorité par l'ARC. L'ARC nous a quittés, madame. Donc finalement, aujourd'hui... Si l'ARC est parti à l'opposition, comment voulez-vous que le porte-parole de l'ARC Bemba, aujourd'hui, pouvons-nous conclure que les compétences ne priment plus sur les décisions politiques? Ce sont plutôt les appartenances politiques qui priment et qui créent des conséquences sur les dividendes politiques. Non, 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 non. Il faut bien qu'on s'entende. Je l'ai dit tout à l'heure. La politique, la démocratie, ce sont les partis politiques. La politique est faite par les partis politiques. Vous ne pouvez pas venir comme un single et vous dire que je peux appartenir à n'importe qui, à n'importe quoi. Ça a été construit comme ça, la démocratie. Luzanga appartient à l'ARC, dont le président est Olivier Kamitatou, qui est parti dans l'opposition, madame. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais rester à la majorité, mais mon parti se trouve dans l'opposition. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et je demanderai à ceux qui sont en train de rester de faire très attention. De partir aussi. Absolument. Je ne suis pas une hypocrite. Même les institutions indépendantes aujourd'hui sont touchées justement par cette fièvre-là de partir lorsqu'on appartient à la famille politique. La loi électorale dit quoi? Lorsqu'on rentre dans la Commission électorale nationale indépendante, on devient une personnalité indépendante finalement, on devient indépendant. Est-ce que les conséquences de nos partis politiques doivent justement nous suivre jusqu'au sein d'une institution qui se veut indépendante, Madame, moi je suis très pragmatique. Je suis très pragmatique de ce côté-là et surtout honnête. Avant de devenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant de devenir indépendant, ils viennent d'où? Ils viennent des partis politiques. Ce sont des liens qu'ils ne pouvaient pas casser comme ça du jour au lendemain. Mais lorsqu'ils entrent dans la commission électorale... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, quand ils entrent, ils deviennent un groupe. Ils prennent des décisions en groupe. C'est comme ça qu'on appelle ça la plénière. Mais ils n'appliquent pas les injonctions données Mais ils n'appliquent pas les injonctions des partis, c'est logique. Des partis, alors justement, ils peuvent rester aussi. Pourquoi aujourd'hui, Madame la questeur, le deuxième vice-président, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qu'est-ce qui se passe? Madame la questeur appartient à un parti qui a demandé à ce qu'elle sorte. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas inoublié. Est-ce le MSR, est-ce que vous assumez ce que vous dites? Est-ce le MSR qui a demandé à ce que Madame la questeur puisse partir, ou c'est la pression de la majorité vu que vous n'avez plus confiance en elle? On connaît quand même ce pays, on connaît les acteurs de ce pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, le MSR, le président c'est Pierre Lumbi. Je ne vois pas cet homme dire, Madame, je suis parti avec ceux qui ont envie de partir, vous restez si vous avez envie de rester. Non. Il faut que les Congolais sachent dire la vérité. Le MSR, quand il est parti, il a demandé aux gens qui se trouvent dans les institutions, qui appartiennent au MSR, de partir. Le problème, c'est que c'est devenu des problèmes individuels. Les intérêts sont individuels. Les gens pensent à leur poche, parce qu'il ne faut pas qu'on se les cache. Vous croyez que la dame, là, gentille qu'elle est peut-être, a envie de rester pour faire plaisir à la majorité? Non. Elle veut rester parce qu'elle pense à ses intérêts. Mais là, nous qui sommes des responsables, mais la CENI, c'est quand même différent d'autres institutions, on pourrait comprendre. Du tout, madame. La CENI n'est pas la Croix-Rouge et encore moins l'armée du salut. Vous y travaillez pour gagner des sous. Vous êtes salarié de la CENI. Et chacun sait exactement ce que la CENI paye à ces gens-là. Alors, vous croyez qu'aujourd'hui, la culture que nous avons, où l'opposition est opposition, entre guillemets, la journée, le soir, elle sait où aller pour trouver ce qu'elle doit manger. Et vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, la CENI est différente de ces gens-là? Je ne pense pas. Ce sont les intérêts individuels. Il faut qu'on arrête avec cette histoire d'intérêts individuels. C'est tout, c'est simple. Monsieur Jean-Jacques Bem, on a constaté une série de démissions. C'est le président de la CENI qui démissionne suite à ces conditions physique, il est malade, M. Abbé Malou. Et puis le vice-président qui vient de démissionner sous pression de on ne sait pas qui. Qu'est-ce qui s'est passé justement?
Ah, mais sa démission. J'aime beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne sait pas qui. Mais non, on ne peut pas affirmer, c'est des choses dont on n'a pas de preuves. Monsieur Bemba, on veut avoir une information auprès de vous. Il a démissionné, pourquoi? Madame Barbara Nzimbi, je vous dis quelque chose. Monsieur Pungwe est arrivé là, il n'était pas un expert. Il n'était pas un expert de la CENI, n'oubliez pas. Il a été envoyé, et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il a été envoyé par le premier parti de la majorité qui s'appelle le PPRD. C'est un acteur... Mais pourquoi vous l'avez mis là-bas? S'il vous plaît, allez-y, laissez-moi terminer. Tout le monde qui est à la CENI n'est pas expert. L'expert numéro 1 de la CENI s'appelle Malou Malou, l'abbé Malou Malou, qui est tombé malade. C'est vraiment naturellement malade. Maintenant, Pungwe, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, espérant toujours que Malou Malou allait revenir pour reprendre les choses en main, Pungwe apprenait le travail de la CENI en étant là-dedans. Un homme aussi sage, aussi intelligent que Pungwe s'est certainement dit, sans Malou Malou, je ne m'en sortirai certainement pas. C'est un homme sage. C'est une décision sage. On devait copier ça. Des gens qui démissionnent de leur propre gré. L'histoire des pressions, je ne suis pas au courant. Moi, je suis de la majorité. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, dans des petites conversations qu'on a, Pungwe, il faut Akende, Pungwe, il faut Longwa, venant de nous. Je n'ai jamais entendu ça. Franchement, croyez-moi. Je ne peux pas mentir, moi je suis un enfant qui prie beaucoup, je suis un homme chrétien. À qui le prochain tour de la démission? Ça sera Madame la caissière. Ensuite, mais la démission, c'est volontaire. Ce sera qui d'autre? Ce n'est pas, la démission n'a rien à voir avec une obligation. Parce qu'on fait une série de démissions depuis seulement la lettre de G7, c'est des démissions cascades. Qu'est-ce qui se passe au pays? Mais c'est une bonne culture. Quand vous vous sentez incapable. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça avant. Le G7 a déstabilisé complètement tous les pays, monsieur Bemba. Mais qu'est-ce qui se passe depuis que le G7 est parti? Il y a des démissions partout. Mais tant mieux. Celui qui démissionne et qui se sent incapable et qui se sent peut-être impuissant de travailler dans C'est une coïncidence de démission? Non, c'est une culture. On n'en avait pas. Si on en a aujourd'hui, vous ne pouvez pas cracher sur cette culture. On doit leur dire merci. Mais au moins, ils ont amené du positif. Le positif, c'est les démissions. C'est déjà bien parce que les restes, ça reste à désirer. Monsieur Bemba, finalement, cette série de démissions constatées à la Commission électorale nationale indépendante, doit-on changer toute l'équipe pour essayer de redémarrer toutes les choses finalement? J'en sais rien. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Votre point de vue? Mon point de vue, c'est que l'homme qui dirigeait cela, c'est Malou Malou que je connaissais et c'est un grand expert. Maintenant qu'il est parti, maintenant que le vice-président est parti, là, pour moi, je le dis en toute indépendance d'esprit, pour moi, l'équipe devait être refaite. Toute l'équipe? Madame, cette équipe n'est pas composée de 100 personnes. Cette équipe est composée de moins de 10 personnes. Je crois, la plénière n'avait pas plus de 10 personnes. Vous en avez déjà 2 grandes qui partent. C'est comme une équipe un orchestre qui joue. Vous avez 2 grands leaders de l'orchestre qui partent. Les autres sont là, mais ils attendent qu'il y ait d'autres leaders qui les remplacent. Si ces leaders ne sont pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois qu'il faut changer l'équipe. Il faut qu'il y ait un autre orchestre qui joue. En ce moment-là, je crois que aujourd'hui, je le dis en toute indépendance, sans savoir exactement la position de ma famille politique, mais j'assume. Pour moi, la CENI doit être refaite. Refaite, justement, le président qui est arrivé, qui a succédé à Malou Malou, contesté, ce président, son arrivée, justement, crée des zizanies au sein des confessions religieuses. Monsieur Bemba, pensez-vous qu'il doit rester là? Il n'est pas encore là. Monsieur Nanga n'est pas encore là. La plénière de l'Assemblée ne l'a pas encore mis en fonction. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui ont précédé. Et il y a des problèmes qui existent. Mais justement, et nous voulons qu'il y ait une cohésion au sein des confessions religieuses. Autant nous voulons qu'il y ait une cohésion nationale au niveau politique. Les confessions religieuses aujourd'hui, elle est divisée. Mais, madame, si les confessions religieuses sont divisées, qu'est-ce que ça a à voir avec nous les politiques? C'est ça. Nous, notre souci,
le souci du chef de l'État. Une partie accuse justement la majorité de pouvoir manipuler une partie de confession religieuse pour choisir votre gare à vous, pour encore une fois vos intérêts. Finalement, toutes les institutions sont bloquées. Mais Malou Malou, ce n'était pas notre gars. Malou Malou, c'était un gars de confession religieuse. Il y a eu un vote de 8 personnes. Malou Malou entretenait toujours des bonnes relations avec mais qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est un prêtre. Il faudrait le dire. C'était un prêtre. Il était là pour la paix sociale. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à discuter? Un prêtre avec un cœur, avec des tendances politiques. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Il n'appartenait pas à un parti politique. Il était proche de tout le monde. Moi, je l'ai fréquenté, mais je voyais Malou Malou avec des gens de l'opposition. Je voyais Malou Malou avec moi. Je voyais Malou Malou avec d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la politique. Mais Malou Malou, c'était un prêtre. Vous savez, quand on dit l'église au milieu du village, c'est vrai. Il était là pour recevoir tout le monde. Moi, quand vous voyez des gens qui sont à la CENI, Malou Malou est devenu ami avec les gens de l'opposition. On va encore évoluer. Beaucoup plus. On va évoluer. Pour vous, on doit changer toute l'équipe pour essayer de redémarrer la machine finalement. Absolument. Et le fichier, on doit changer ou on doit juste prendre l'ancien fichier qui pose problème? Non, mais les fichiers, vous savez qu'il y a un groupe qui est là. Le fichier électoral. Le fichier est là pour que tout le monde le regarde. L'opposition est dans le même groupe. Il y a un groupe qui s'était formé pour aller interroger le fichier. Et je crois que le travail... Là, quand même, tout le monde est d'accord. C'est un point où tout le monde est d'accord. Voilà. Tout le monde est d'accord. On doit réaménager ou on doit changer carrément des fichiers avec l'enrôlement de tout le monde. Bien sûr. Monsieur Bemba, encore une sorte de favoritisme. Soit cela va vous favoriser à pouvoir glisser. Le glissement est en fonction d'un fichier. Mais non, madame. Changer l'équipe, procéder à l'enrôlement de tous les électeurs. Il faudrait C'était à la demande aller de qui? au recensement, tout ça. Mais c'est le bon sens seulement qui nous dit ça. Nous avons plus de 10 ou 15 millions de jeunes qui ne sont pas enrôlés. C'est le bon sens, c'est le sens de la responsabilité de chacun de nous. Qui a demandé ça en premier? C'est l'opposition. Maintenant, nous faisons le jeu de l'opposition. En même temps, nous voulons que le Congolais continue le jeu démocratique. Le sport préféré maintenant des Congolais, c'est aller voter. Nous leur avons donné le goût depuis 2006. Kabila ne fait que leur donner ce goût-là. On ne va pas leur enlever ce goût si merveilleux d'aller aux élections, de porter des effigies de leurs candidats et d'aller chanter pour leurs candidats. Pourquoi les empêcher, ces gens, les jeunes là qui sont nés et qui ont aujourd'hui la majorité? Et cette grande partie de l'opposition qui est contre le dialogue propose à ce qu'on puisse donner la priorité aux présidentielles, aux élections présidentielles et législatives. C'est leur volonté. Mais le problème, c'est qu'il y a la CENI qui est là. Il faut respecter ces institutions que nous tous, on l'a créées. On a dit c'est une institution qui nous accompagne dans la démocratie. On l'a donné ce nom-là. Pourquoi alors insulter cette institution qui nous a donné un calendrier? Mais cette institution est bloquée par un problème réel qui est plus que palpable, donc d'où il faudrait recourir justement aux mesures exceptionnelles, comme d'ailleurs elle est indépendante. La Cour constitutionnelle. Pourquoi n'est pas aller directement aux élections présidentielles, M. Barbara Nzimbi, oui. Elle est indépendante. Elle va nous proposer un nouveau calendrier, comme on lui a demandé par la Cour constitutionnelle, ce qui sera fait. Tout le monde va dire amen à ce calendrier parce qu'elle est indépendante. Mais M. Bemba, s'il vous plaît, avant d'évoluer, on a vu la CENI et le gouvernement à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a tranché en encourageant ces deux institutions à pouvoir, le gouvernement, à pouvoir prendre des mesures exceptionnelles. Parce que c'était un cas exceptionnel. Le cas exceptionnel aujourd'hui est qu'il n'y a pas possibilité d'organiser des élections. Pourquoi ne pas aussi faire la même chose? Est-ce que c'est l'opposition qui doit aller vers la Cour constitutionnelle pour que cette Cour constitutionnelle puisse aussi prendre des mesures exceptionnelles, par exemple organiser, donner la priorité aux élections présidentielles pour que le délai soit respecté? Là, vous parlez à la place de qui là? Vous parlez à la place de l'opposition qui demande des élections présidentielles et législatives. C'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dire que la volonté de l'opposition devrait primer sur tous les autres. C'est-à-dire comme l'opposition exige et législative et présidentielle maintenant. La volonté du gouvernement a primé sur les autres, il faudrait le dire. Avec les mesures exceptionnelles, aujourd'hui, une grande partie quand même de l'opposition est contre ça, et contre la nomination des commissaires spéciaux. Madame, vous savez, ils disent que c'est anticonstitutionnel. Vous savez, moi j'ai vécu dans un pays, dans quelques pays limitrophes de là où j'ai vécu, où la démocratie règne. S'ils n'ont pas encore compris, ce sont ceux qui sont aux affaires de l'État qui prennent des décisions pour
ces temps-là qu'on leur a confiés par la population et le peuple congolais. C'est comme ça que ça existe partout. C'est le gouvernement de la majorité qui prend des décisions pour ce temps-ci que nous avons, qui nous a été confié par le peuple congolais. Qu'ils attendent leur tour. Tout ce qu'on fait en démocratie, c'est en fonction de jeux démocratiques. Les jeux démocratiques disent ceci. La majorité qui gagne les élections, la majorité parlementaire qui prend le gouvernement en main, décide des affaires de l'État pendant cette période-là. Nous sommes dans notre mandat. C'est dommage pour eux, mais c'est nous qui devons conduire ce pays vers l'émergence, vers le bien-être de la République et de la population congolaise. Ils n'ont pas à nous donner des injonctions, l'opposition. L'opposition reste dans l'opposition jusqu'aux prochaines élections. Elle doit convaincre la population de lui donner mandat pour diriger. Attendons ce temps-là. Nous n'avons pas à commencer à combiner avec eux. Vous savez, la démocratie est un principe, Madame Zimbi. Et moi, j'estime qu'un principe n'a pas besoin. Tous les jours de chipotage, des morcellement, et puis rafistolage. Mais c'est vous qui procédez à cela. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas. Apparemment, vous modifiez la Constitution avant chaque élection. On n'a pas modifié. Mais moi, je suis là. Allez-y. Moi, je suis là depuis 2011. Je n'ai pas vu une modification. Le Premier ministre a parlé d'un budget consacré au référendum. C'était pourquoi? Mais, madame, vous avez dit un budget, c'est une prévision. Il a annoncé un budget pour le référendum. Il a annoncé une prévision budgétaire pour le référendum. C'est pourquoi? Mais madame, vous êtes une journaliste d'investigation. Le Premier ministre, est-ce qu'il a justifié cela? Est-ce que les questions ont été posées au Premier ministre quand il est venu déposer son budget? Est-ce qu'il a répondu? Nous sommes là pour le savoir. Moi, je suis un acteur politique. Le Premier ministre m'a conduit. Chef de gouvernement, c'est mon chef direct. Après Kabila, c'est mon chef direct pour les affaires courantes. C'est le Premier ministre, Matata Mpoyo. Vous croyez qu'il doit venir me demander, Jean-Jacques Bemba, qu'est-ce que tu penses si je fais un budget pour le... Non, il a fait en toute responsabilité. C'est à nous d'aller vers lui. Et la Chambre, qui s'appelle l'Assemblée nationale, lui a demandé, il a justifié. Je crois que revenir dessus, c'est chercher le pouls dans les cheveux de Matata, surtout que je crois qu'il n'a pas beaucoup de cheveux. Alors, M. Bemba, on va parler du dialogue national qui sera convoqué très prochainement par le président de la République. Un dialogue, malheureusement, qui va connaître un déficit de la présence, soit un déficit d'autres grands acteurs politiques de l'opposition, grands partis politiques, l'UNC, l'UMLC. C'est dommage. C'est dommage parce que je me souviens que le dialogue a été demandé par eux-mêmes dès le début. Ils cherchaient toujours une formule à eux. Mais lorsqu'ils demandaient, avant c'était le dialogue. Vous ne vouliez pas? Nous avons un chef de file qui s'appelle Joseph Kabila. Vous ne vouliez pas lorsqu'ils demandaient? Mais pourquoi nous, on devait vouloir au moment où eux, ils voulaient? Pourquoi eux aussi, ils doivent vouloir au moment où vous voulez? Nous n'obligeons personne à venir à ce dialogue-là. Joseph Kabila a fait les concertations nationales en écoutant le peuple congolais. Ça avait comme but de mettre les agresseurs dehors, la cohésion nationale. Mettons-nous dehors pour foutre les étrangers et les agresseurs dehors, ce qui a été fait, la M23 et tout ça. On sait d'où ça venait. Ils sont partis. Kabila a terminé ça comme un grand. Tout le monde le sait. Deuxième chose, maintenant, l'opposition, avec comme chef de file, l'UDPS qui a été, il ne faut pas oublier, après Joseph Kabila, aux élections 2011, Tshisekedi a été deuxième. Si on néglige l'homme qui a été deuxième de notre cheval gagnant, c'est que nous n'aimons pas ce pays. Vous négligez l'homme qui a été troisième. C'est sa volonté. Qui a obtenu beaucoup de voix dans l'Est de la République. Madame, on n'a pas négligé. L'Est de la République qui est une bombe à retardement. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que vous pouvez quand même de la volonté politique pour négocier avec lui? Madame, puisque quand même, il a quand même des choses aussi à dire. Madame, c'est que, vous savez, moi, je suis un homme pragmatique, je vous le répète. Et j'aime tellement mon pays que quand on parle d'une bombe à retardement à l'Est, je ne vois pas le pourquoi. Pourquoi il y a une bombe à retardement? Parce que Kamerhe est issu du sud Kivu.
Nous, pour nous, il n'y a pas de différence entre Toutes les revendications qui passent par justement les insurrections rebelles viennent d'où? Proviennent d'où? Kabila et le gouvernement les règlent très bien sans que Kamere en parle. Nous avons les solutions. Nous dirigeons le pays. Kabila dirige le pays, sans oublier qu'avant d'être président, c'est un militaire. Il connaît très bien ce qu'il y a à faire en ce qui concerne la sécurité de ce pays. Pourquoi ne pas prendre un homme de l'Est, l'Ouest, par rapport justement à la situation géostratégique, politique du pays, pour essayer de résoudre le problème, M. Prendre un homme de l'Est, pourquoi faire? Lequel? Et pourquoi faire? On ne résout pas les problèmes sans Kamere. Non, mais Kamere est très gentil, ce monsieur-là. Il était avec nous. Il sait très bien que nous avons toujours eu des solutions pour les différentes rébellions qu'on a eues là-bas. Aujourd'hui, il suffit de regarder les témoignages qu'on a des gens qui nous aident, nos partenaires de la MONUSCO et tout le reste, qui viennent de nous féliciter pour ce que nos vaillants FARDC sont en train de faire sur le terrain, madame. Ça ne tient pas à un homme politique. Les vaillants soldats se battent pour la République. Ils ne tiennent compte d'aucun homme politique quand ils sont sur le terrain, parce que quand les cartouches sortent de leurs fusils, de fusils des étrangers et surtout des ennemis, ils ne regardent pas la couleur du parti politique. Ils tuent les Congolais. Et les nôtres font en sorte qu'il n'existe plus de tueries et qu'il n'existe plus de morts, sans regarder la couleur du parti politique. Bemba, aujourd'hui, le dialogue, vous l'avez dit tout à l'heure. Le dialogue national, c'est Tshisekedi, Joseph Kabila. Non. Oui, enfin, pourquoi réduire notre pays et cette histoire de dialogue à des individus, madame, s'il vous plaît? Ce dialogue aujourd'hui, c'est pour tous les Congolais. Kabila, quand il a demandé à tout le monde de venir au Palais de la Nation, je me souviens, il y a eu beaucoup d'hommes de l'opposition qui ont été. Malheureusement, certains que vous avez cités tout à l'heure, pour ne pas les citer, pour ne pas faire leur publicité, écoutez, ils ont refusé d'y aller. Comme si au Palais de la Nation, il y avait des gens qui les attendaient pour les mettre dans une boîte à allumettes. Non, c'est de la mauvaise foi. Si on veut aider ce pays, il faut élargir son cœur, élargir sa vision, ne pas voir seulement l'individu Kabila. Parce que le problème aujourd'hui, nous avons la chance de côtoyer aussi l'opposition. Moi, en tout cas, je suis issu d'une famille considérés de l'opposition. Je fréquente ces gens-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qui sont devenus des combats individuels, des combats contre la personne de Kabila. Ce n'est pas bon. Le dialogue, le demandeur, vous le savez, c'était l'opposition. Maintenant, l'initiateur, vous le savez. Vous aussi, le président de la République, il ne faudrait pas parler de demandeur. Le président de la République, sa main a toujours été tendue. C'est lui le grand demandeur de tous. Non, la main reste tendue, mais la main n'est pas... La main, lorsqu'elle est tendue, elle n'est pas spécialement pour demander. Non. Elle demande le dialogue, parce que justement, face à ce blocage, vous n'avez plus le choix peut-être, monsieur Bemba. Madame, les blocages se font par les hommes, les déblocages, ça sera fait aussi par des hommes. On trouvera toujours des solutions pour ce pays. Joseph Kabila l'a toujours dit. Ce pays, oui, et je vais revenir sur une phrase que j'aime beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, le chef de l'État a dit « Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. » Mais je vais ajouter dans toute sa dimension. Ça veut dire même avec la fourberie, même avec le caractère perfide des gens qui sont en train de nous trahir tous les jours, c'est ça le peuple congolais. Nous acceptons d'être peuple congolais. Le dialogue, ce sera le président de la République convoque la majorité présidentielle, l'UDPS, les confessions religieuses, c'est bien cela, avec un médiateur. Finalement, aujourd'hui, le président de la République qu'on a connu, un homme qui ne cède jamais à la pression, donne aujourd'hui finalement l'impression de céder à la pression. L'UDPS a lancé l'ultimatum au mois de novembre. Ce dialogue doit être organisé. Non. Joseph Kabila l'a fait et l'UDPS avait obligé un médiateur international. Finalement, apparemment, le président de la République accepte avec l'Algérien. Monsieur Bemba, que devient Joseph Kabila Mais vous m'apprenez que c'est un Algérien qui va le faire, je ne suis pas au courant. L'ordonnance présidentielle n'est pas encore sortie. Moi, j'aime bien juger le chef de l'État quand il fait des actes. L'acte n'est pas encore sorti, moi j'attends. Si c'est Djinit, comme on dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, en dehors du plateau, on entend que c'est Djinit, eh bien, on va
On va le voir. Moi, je ne suis pas là pour commencer à précéder la volonté du chef de l'État. Moi, j'ai toujours suivi la volonté du chef de l'État. Je n'ai jamais précédé la volonté du chef de l'État. C'est maintenant le dialogue, c'est avec tous les Congolais. Vous savez bien que quand il a reçu les gens au Palais de la Nation, il ne faudrait pas parler de tous les Congolais. c'est tout le monde. C'était tout le monde. Personnes, hein, c'est ça le Non, mais ça format, représente tous les Congolais. C'est comme 500 personnes au Parlement, ça représente tous les Congolais. Mais les voilà. autres ne sont pas là, les Fayoul, les Sessam, là, le peuple les jugera. Moi j'attends les élections. Eux, ils ont eu quand même cette mérite d'attirer la population à pouvoir sortir le 19, 20, 21 sans l'UDPS. L'UDPS n'était pas là. Aujourd'hui, l'UDPS va au dialogue. Ne craignez-vous pas qu'on puisse revoir la même situation? Madame, vous savez, justement, dans l'application de la Constitution, en son article 64. Vous savez, c'est très bien les textes, j'adore ça. Les gens qui parlent toujours des textes, des articles 64 et tout ça, c'est trop facile. Vous aussi, vous exploitez les textes qui vous arrangent. Non. Chacun prend son article qui lui met à l'aise. Je suis d'accord, mais ça met beaucoup plus à l'aise les gens qui nous combattent. Mais je vous dis une chose, madame. Mais c'est des textes, peu importe qui vous combattent ou pas, c'est des textes. Tant mieux. Un pays ne fonctionne pas sur base de discussions, dialogue, concertation. Un pays, c'est le respect des textes, M. Bemba. Aujourd'hui, beaucoup, croyez-moi, je vois ça sur le plateau de télévision, c'est beaucoup de discussions et beaucoup de n'importe quoi aussi, sans tenir vraiment compte des textes. Les textes, c'est aider d'abord la population, nourrir la population, l'envoyer à l'hôpital, avoir des assurances pour maladie, avoir des assurances pour les enfants, avoir des assurances pour tout. Qu'est-ce que vous allez faire si... Nous travaillons pour cela, madame. La dynamique arrive à faire sortir les peuples. Madame, vous savez, moi, j'étais un footballeur. Même la plus mauvaise équipe de football sortait quand même des gens sur le terrain et emmenait aussi des supporters au terrain. Moi, j'ai eu à jouer contre des équipes qui étaient monumentales au point de vue structure. Beaucoup d'argent, très bien payé. Moi, je suis dans une équipe où c'était mal payé. On venait à pied, en bus, en Europe. Eh bien, croyez-moi, on avait aussi une partie de la population et des supporters qui nous suivaient. Et on faisait aussi dans les pourtours et dans les stades, on nous voyait aussi avec nos t-shirts. Ils ont aussi leur popularité. Ils ont aussi leur population derrière eux. Il y a des élus derrière eux. C'est-à-dire, il y a des gens qui se retrouvent en eux. C'est normal qu'ils les sortent dans la rue. Mais il faut faire attention quand on sort dans la rue. Parce que nous savons exactement ce qui s'est passé le 19 et le 20. Moi, je peux le dire, je peux le témoigner. Allez-y. Parce que j'ai des gens qui sont aussi dans l'opposition. J'ai des frères, j'ai des amis qui sont dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé le 19, 20, 21? Beaucoup de gens ont été manipulés. Par qui? Il y a des gens... Enfin, madame, vous êtes en train de parler de l'opposition, là, qui a sorti des gens le 19 et le 20. Vous savez très bien qu'ils ils ont profité de la faiblesse des Congolais. Il y a des gens qui ont travaillé toute la nuit pour faire fumer les gens, la drogue, faire fumer les chambres aux gens fatigués moralement. On achète ça, hein, tout ça, ça s'achète. Ah oui, mais ils ont l'argent avec pour ça. Avec quels moyens? Pour ça, ils ont l'argent. Vous savez, il y a des... Qui a financé? Vous savez, quand on va parfois aux élections de province, vous dites qu'il y a que l'opposant qui est là, qui n'a pas d'argent, vous êtes étonné. Il a vendu une maison pour ça. Mais pour nous faire mal et faire couler le sang des Congolais, il y a des gens qui ont vendu des vélos, qui ont vendu des motos et qui ont vendu des maisons pour faire sortir des gens dans la rue dans ce pays. Hein. Alors, nous pouvons quand même témoigner, arrêter un peu ça parce que ça suffit. Moi, dont le grand frère était chef de rébellion, je sais ce que c'est la violence, je sais comment mon grand frère a subi. Il s'est fait tuer aussi parce qu'il a choisi le mauvais chemin de prendre les armes. Hein. Et moi, je suis contre tout ce qui est violence. Hein. Ça, moi, je peux témoigner parce que mon grand frère était un grand chef rebelle. C'est-à-dire, je sais les stigmates qu'il a laissés à l'Équateur, où était sa base arrière, sa base militaire. Le président de la République était aussi militaire. Non, il était militaire pour une armée nationale, madame. C'est tout à fait différent qu'une rébellion. L'AFDL, c'était considéré comme quoi? Non. Kabila, une fois qu'il est arrivé ici, on l'a connu militaire parce qu'il était... il est venu avec l'AFDL. L'AFDL était considéré comme... Non, ce sont des révolutionnaires. Ce n'est pas derrière la rébellion, ça. Merci. C'était une révolution. Jean-Jacques Bemba, on va conclure. Aujourd'hui, sans le dialogue, il y a quoi? Si on doit donner deux pistes de solution, le dialogue ou...
où Kabila continue à travailler pour le pays. Il n'a jamais. Dialogue ou pas, Kabila continue à travailler et nous l'accompagnons pour le travail et pour le bon. Sans le dialogue, il n'y aura pas chaos, il n'y aura rien du tout. Rien du tout, parce que le pays est bien tenu. Avec ou sans le dialogue, le pays sera toujours bien tenu. Nous faisons le dialogue pour justement écarter les risques. Mais nous sommes prêts aussi. Quel risque? Les risques, comme on a vécu avec les étrangers qui ont voulu prendre les Congolais, utiliser les Congolais pour balkaniser le pays. C'est tout. Nous faisons le dialogue pour ramener les gens sur le chemin et pour baliser le terrain des élections. Pour baliser le terrain des élections, ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui, Jean-Jacques Bemba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, toujours un plaisir. Un grand plaisir était pour moi aussi de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, vous êtes partout dans le monde à pouvoir nous suivre. D'abord, ici en République démocratique du Congo, où les choses bougent, vous le savez, le dialogue national sera convoqué très très prochainement pour la première fois dans l'histoire. Tshisekedi Kabila face à face. Plusieurs personnes attendent voir justement cette image symbolique qui sera marquée dans les annales de la République. On a parlé aussi du processus électoral, des nouvelles têtes au sein de cette commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'on ne doit pas changer toute l'équipe de la commission électorale nationale indépendante qui souffre justement de son fichier électoral, qu'on doit aussi changer selon certains acteurs politiques? Nous avons parlé aussi des commissaires spéciaux, c'est-à-dire c'était une mesure de la Cour constitutionnelle, la Constitution qui demande à ce que les mesures données par la Cour constitutionnelle soient exécutées et puis pas contestées. Mesdames, Messieurs, vous allez suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur le net, sur Dossier d'Afrique, la page Facebook Dossier d'Afrique, mais aussi sur la page Facebook Barbara Yakonzoline Zimbi. Je vais vous retrouver vendredi prochain, ce sera avec le même plaisir. Bonsoir chez vous et à très bientôt.